Donc pour démarrer, on va démarrer sur les résultats de cette enquête. On va faire un petit tour de table, chacun va se présenter. Bonjour Eric. Bonjour, Éric Dupin et je suis responsable formation chez Free Distribution. Free Distribution, on est une entité du groupe Iliad, que tout le monde connaît plutôt sous le nom de Free. Et du coup, on est une jeune entité du groupe, 11 ans maintenant, et on a 150 points de vente répartis sur tout le territoire. Et puis, notre enjeu de formation, c'est qu'on ouvre 1 à 2 boutiques par semaine sur le territoire, depuis déjà plus d'1 an maintenant, et encore pour quelques temps, et qu'on recrute entre 10 et 20 personnes par semaine également. Et donc l'enjeu de la formation, et surtout en cette période, depuis plus d'1 an, on vit une période compliquée, et du coup, on recrute beaucoup de gens et on ouvre beaucoup de boutiques. Donc c'est un vrai challenge. Donc on se sent très concerné par l'enjeu de transformer la formation. Bonjour Clément. Bonjour à tous, donc, je suis Clément Pujol, je suis responsable du développement RH de la société SGS. SGS, c'est une société qui agit sur l'inspection, tout le contrôle de marchandises, la qualité, les laboratoires aussi, l'analyse. Donc ça va être du laboratoire où on va avoir des techniciens chimistes qui contrôlent les médicaments, les produits de consommation. Et aussi la certification, quelque chose qui va vous parler, on certifie Calliope. Voilà. Et sur notre ambition en termes de formation, vous voyez, on a quand même des collaborateurs qui ont une diversité des métiers assez importante, beaucoup de réglementaires, et on s'est posé pas mal de questions sur comment on peut développer aussi cette notion d'employabilité, l'envie d'apprendre, l'envie de se former. Et notamment, on a essayé d'agir avec ce contexte Covid ou post-Covid, avec de la digitalisation, et voilà, qu'on est en train de mettre en place. Donc du coup, les échanges vont être hyper intéressants ce matin. Merci. Bonjour Hamza. Bonjour, alors Hamza, je suis directeur marketing chez Bidiz. Donc Bidiz est une solution de mobile learning. Donc, depuis plusieurs années, on accompagne plusieurs entreprises, que ce soit des grands groupes ou des ETI, voire même des PME et des organismes de formation, dans la digitalisation de leur formation grâce à notre solution qui propose un peu une technologie, voire des pédagogies aussi assez innovantes. Voilà. Alors, avec Bidiz, on a mené une enquête qu'on a réalisée de mai à septembre 2021 auprès d'un panel de 300 entreprises sur l'impact du Covid en matière de projets de digitalisation de la formation. Alors, les premiers résultats, quel impact ? Évidemment, pour 70% des entreprises, le Covid aura été un déclencheur assez fort ou un accélérateur concernant les projets digitaux de formation, mais on le sait tous, concernant l'ensemble des projets digitaux en général. Comment vous vous situez là-dedans quand on voit 70% des entreprises pour lesquelles ça a été un déclencheur, 25% des entreprises pour qui la crise a eu assez peu d'impact et 6% pour qui il n'y a pas eu d'impact du tout. Clément ? Nous, on a eu un impact assez important, notamment voilà, sur de la digitalisation, où notre programme manager est passé voilà, 100% à distance, avec des classes virtuelles, et on s'est posé la question de l'animation. Et puis on a essayé de développer aussi l'auto-apprenance avec un outil de curation de contenu pour voilà, se dire l'investissement qu'on n'a pas mis dans le présentiel, c'est comment on peut trouver des outils, d'autres leviers pour développer nos collaborateurs. Donc voilà, c'est les deux éléments. Donc tu te retrouves assez bien dans les 70%. Eric ? Pareil, on se retrouve complètement dans les 70% parce que on a eu plusieurs sujets au moment du Covid. On a eu le fait d'accélérer notre développement avec l'ouverture de nouvelles boutiques et donc intégrer des nouveaux collaborateurs. On a eu un deuxième sujet, c'est le fait que nos boutiques ont fermé d'un coup. Tout a fermé, puis une partie a réouvert, et puis après les centres commerciaux ont fermé. Donc on a eu des allers-retours comme ça. Donc il fallait à la fois intégrer des nouveaux collaborateurs, à la fois continuer à les monter en compétences, à les développer, que ce soit professionnellement ou des outils, on y reviendra sur le développement personnel. Et puis en même temps, le groupe Iliad a ouvert son CFA.
Et du coup, on a recruté des alternants en plein début de crise Covid et juste avant la fermeture des points de vente. Et du coup, il a fallu intégrer des alternants en 100% digital. Donc, on avait déjà prévu d'ouvrir ce CFA hors les murs, donc en 100% digital pour la partie scolaire. Et du coup, ça nous a permis d'accélérer aussi sur tous ces sujets-là. Alors, la question que je vais vous poser, c'est finalement, il n'y aurait pas eu de crise sanitaire, vous n'auriez rien fait en fait. Si on aurait fait, parce que le CFA, pardon, le CFA était prévu en digital, donc ça on l'aurait fait. Simplement, il fallait équilibrer le temps de digital avec le temps en entreprise et du coup, on l'a un peu déséquilibré à ce moment-là pour le rééquilibrer plus tard. Et puis pour nos collaborateurs, oui, on avait prévu de faire du digital et de faire du e-learning, de faire des programmes en blended learning. Mais ça nous a obligés à accélérer. On a eu une période où, du coup, on se retrouvait avec tous nos salariés qui étaient à la maison parce que les points de vente fermaient. Et du coup, on a même créé un service digital pour continuer à accompagner nos clients, que ce soit en acquisition, c'est-à-dire une nouvelle box à la maison, un nouveau mobile, tout ça, mais aussi pour les abonnés qui ont besoin d'aide tous les jours, qui viennent nous voir parce que ils ont besoin de renseignements, ils ont besoin de dépannage, etc. Et du coup, on a même créé un service digital pour continuer à faire des boutiques en virtuel. On a appelé ça, comme nos boutiques s'appellent des free centers, on a appelé ça des free centers virtuels. Donc avec toute l'équipe support de Free Distribution, on a créé ce free center virtuel où les clients pouvaient continuer à venir en boutique, mais depuis chez eux. Alors, ça veut dire que finalement, tu as dû transformer tes vendeurs de boutiques, j'allais dire en vendeurs web, quelque part. Alors, pas web, mais par téléphone. Téléphone. Exactement. Mais en leur mettant à disposition du coup, quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude, c'était les outils chez eux, sur un ordinateur chez eux, et en recevant des appels clients plutôt que de recevoir des appels des clients en physique. Donc ça a été un gros changement pour eux. Ça a demandé de l'accompagnement, mais avec les équipes formidables qu'on a, ça a bien fonctionné. Ouais, parce que ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on a une accélération des projets digitaux, mais pour pouvoir accélérer ces projets, et même subir cette accélération, il faut que les managers, que les apprenants, que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient aptes à recevoir ces projets. Exactement. Il fallait... Tu as géré ça de quelle façon ? Est-ce que c'est naturel de dire aux salariés, avant, il y avait du présentiel, et puis maintenant, on vous met à disposition un catalogue de formation sur étagère web ? Je pense qu'au départ, il y a eu un effet de résistance, de dire la formation, c'est du présentiel, surtout dans une entreprise qui n'avait pas l'habitude et qui n'a pas encore cette culture du digital. Et du coup, là, le distanciel permet des choses, des classes virtuelles plus courtes sur peut-être un temps un peu plus long, notamment je reviens sur le programme manager où finalement ça a été une opportunité de faire découvrir ce nouveau mode qui est plus simple aussi en termes de formation. La gestion du présentiel est quand même plus complexe à organiser. Je pense en tout cas que peut-être des modules de classes virtuelles avec du e-learning, etc. Et on a des retours vraiment très satisfaisants puisque dans un agenda d'un manager, c'est beaucoup plus simple, on a plus de suivi. Donc voilà, en tout cas, et petit à petit, on arrive à une acculturation digitale. Je pense que voilà, on va réussir à avoir, je l'espère, un compromis après. C'est ce vers quoi on aimerait tendre, mais voilà, en tout cas, ça a permis ça, une accélération et surtout un changement de mentalité. Ça marche. Vous avez des réactions dans la salle par rapport à ça ? Vous avez vécu, j'imagine, les mêmes contraintes, les mêmes types d'accélération. Je vois Thierry, que je connais, qui est là. Thierry, tu as ressenti les mêmes... On est sur une population, sans être dans les clichés, mais de personnes qui gèrent des contrôles techniques, des techniciens laborantins. Donc vraiment, même de se connecter à un outil, d'interagir face à une caméra, il y a eu tout un apprentissage et petit à petit, nos managers ne sont pas essentiellement sur des populations de support en fait. Donc petit à petit, il y a eu cette acculturation-là et aussi là c'est vraiment très technique entre guillemets. Et ensuite il y a eu
bah oui, mais si j'ai pas de formateur en face de moi pour m'accompagner, etc., je vais pas progresser, je peux pas poser mes questions. Ce manque de contact en fait. Et finalement, la classe virtuelle, un bon LMS, du e-learning en amont, du quiz, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de leviers pour voilà, faire tomber ça, mais ça passe par de la pédagogie, de la communication. Enfin, je vous l'apprends pas, hein, je pense que je suis entouré d'experts, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a réussi à faire lever ces boucliers, en tout cas. Hamza, ta réaction par rapport toi, tu côtoies de nombreux responsables de formation, hein, au quotidien, parmi tes clients notamment. Est-ce que tu as constaté une accélération des projets ? Oui, absolument. En fait, on a remarqué que donc ces entreprises-là, ils comptaient déjà faire cette digitalisation, donc comme on en parlait tout à l'heure. Mais du coup, avec la crise, ça a créé juste un sens d'urgence. Donc là, ils n'avaient plus le choix, c'était maintenant ou jamais. Donc on a vu que les gens ont commencé à aller plus fort, ils se concentrent plus sur la formation, surtout la digitalisation de la formation. Et on a eu aussi pas mal de cas comme celui que vous venez de citer, où on a des entreprises qui ont la majorité de leurs employés, c'est des employés qui sont sur le terrain. Et donc, il fallait d'abord les former sur la digitalisation avant de digitaliser la formation. Donc, c'était ça un peu l'idée. Donc d'abord, il y avait des modules créés sur c'est quoi le digital, donc les bases du digital pour qu'ils puissent comprendre un peu ce que c'est. Et après, il y a eu un peu augmenté, si on peut dire ça, le niveau de l'accompagnement qu'ils vont pouvoir avoir. Donc, on a bien vu ça sur la majorité de nos clients. D'ailleurs, Eric, tu m'en avais parlé. Dans un premier temps, on ne met pas en place un outil. Dans un premier temps, on va d'abord faire éventuellement des webinars, faire du distanciel en utilisant des outils comme, je sais pas, comme Zoom, comme... Ce qu'on a fait, on n'avait pas de plateforme LMS quand on a dû changer tout ça. Donc on s'est débrouillé de façon un petit peu artisanale, mais avec des outils faciles d'accès. Et on a choisi, plutôt que de faire du e-learning directement, je te rejoins là-dessus, on a choisi d'abord de faire des webinars, des classes virtuelles, se réunir en Zoom par petits groupes, pour comprendre comment on allait fonctionner, les éduquer à des rendez-vous, les habituer à des rendez-vous réguliers, des rendez-vous plus courts évidemment. Finalement, en termes de logistique, ça nous a aussi simplifié un petit peu la vie, mais beaucoup de frustration aussi, surtout au départ, avec les équipes, quand on pouvait vraiment pas faire de présentiel derrière, un petit peu de frustration à dire ok, vous nous préparez bien, mais derrière il faut qu'on vive les choses. Donc voilà, à la fois utiliser ces outils à distance assez facilement. On a une population jeune, nous, une population jeune et appétente à ces outils digitaux, donc on n'a pas eu de frein par rapport à ça. Ça marche. Alors, on a cherché à comprendre un peu où les entreprises allaient mettre leurs sous concernant la transformation digitale de la formation. Alors, on a ces résultats, je vais me lever parce que j'ai la vue qui baisse à 45 ans. On arrive à ce classement, en fait, le premier type de solution qui est plébiscité, c'est les solutions de mobile learning. Ensuite viennent les LMS, puis les serious games. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur les investissements qui sont prévus en 2021-2022, c'est qu'on a mesuré en fait si ces investissements étaient déjà prévus initialement ou s'ils étaient motivés par la crise. Donc on constate que les projets de mobile learning sont quand même à 50% motivés par la crise. Les projets de LMS à 33%, les projets de Serious Game à 33%, réalité virtuelle, LXP, tout ça, on est dans le même rapport. Tous ces projets étaient plus ou moins initiés avant la crise. Pourquoi le mobile learning intervient ? Et Hamza, je te pose la question, pourquoi d'un seul coup les responsables formation se disent en pleine crise, il faut qu'on aille vers le mobile learning ? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, on en parlait juste à l'instant, c'était on avait surtout la digitalisation de la formation à ce moment-là.
été créé dans l'urgence pour surtout les employés qui sont sur le terrain, qui n'ont pas cette appétence sur le digital, qui n'ont pour la majorité pas d'ordinateur tout court dans plusieurs cas. Donc le mobile learning était la solution qui était la plus évidente sur ce genre de point. Le deuxième point aussi, c'est le temps de déploiement. Donc la différence entre le temps de déploiement d'un LMS ou une plateforme d'e-learning traditionnelle, ça peut prendre plusieurs mois, ça prend beaucoup de temps à mettre en place, etc. Et à ce moment-là, le besoin était immédiat. Donc il fallait des solutions qui sont assez flexibles et qui ont un temps de déploiement qui est assez court pour pouvoir remédier et recourir à ce besoin qu'ils avaient à ce moment-là. Donc pour moi, ça, c'est les deux points les plus importants. Après, je pense qu'on l'a vu depuis plusieurs années quand on fait du mobile learning. Et aujourd'hui, on est un des leaders européens et on voit en fait la maturité que le mobile learning est en train d'avoir. Surtout, on l'a vu avec la crise. La crise a juste accéléré cette maturité-là. Et on est passé d'une technologie ou même d'une pédagogie qui est juste nouvelle, innovante, que les gens sont en train de découvrir, à quelque chose qui est vraiment en place et que une grande partie des entreprises commencent à mettre en place ce genre de choses. On a aussi vu que même des plateformes LMS ou d'autres plateformes e-learning traditionnelles essayent et développent aussi leurs solutions pour se diriger aussi vers le mobile learning et offrir un peu le mobile learning pour leurs clients. Donc, ce qui est une bonne chose de voir ça de notre côté. Après, il faut faire la différence entre avoir une vraie technologie mobile learning avec une application qui peut être en marque blanche, qui peut être disponible, que ce soit en offline ou en online. Et voilà, donc il y a une grande différence sur cette partie-là aussi à prendre en considération. Voilà. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? C'est quoi, par exemple, chez SGS? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu dis, bah, nous, on est là-dedans, ou pas tout à fait, ou c'est des projets à venir? Pour le coup, on a fait le choix d'un LMS même avant, et on a fait le choix de le mobile learning d'être plus sur voilà, une bonne solution LMS et désolé, voilà, un peu plus responsive et justement utilisable voilà, sur tous les multi-devices, sur tous les supports, qui est différent peut-être d'une techno peut-être un peu plus puissante, spécifique. En tout cas, on a fait ce choix-là pour se dire l'important, c'est le contenu, la structure et que ce soit accessible partout et pas forcément faire du spécifique. Et le sujet, enfin, et je pense qu'on l'abordera peut-être après, c'est on a développé aussi un outil d'auto-apprenance qui est un peu différent. Après, ce qui n'est pas évident, c'est dans tout cet écosystème, surtout sur des populations qui ne sont pas complètement acculturées au digital, c'est ne pas en faire trop, avoir les bons liens, voilà, et ne pas rajouter de la complexité. Est-ce que tu penses que le mobile learning est multi-device? C'est une bonne question. Bonne parce question. Il y a autant un responsable formation, enfin, qui est vraiment dans la tech, il me donnerait tout de suite la réponse. Mais je pense qu'un professionnel RH comme toi, qui fait du développement RH, qui est peut-être moins sur la partie digitale, en fait, le mobile learning, c'est multi-device aujourd'hui. Alors, juste pour peut-être qu'il y a un bon LMS aussi. Oui, non. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde ne le sait pas dans la fonction RH. Ouais. Tout le monde ne sait pas que le mobile learning, finalement, je trouve que ça porte assez mal son nom aujourd'hui. Ouais. Juste pour préciser que le mobile dans mobile learning est plus sur mobilité que sur application ou téléphone. Donc quand on parle de mobilité, donc la possibilité de se former n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel contenu aussi. Donc on parle de Atawadak donc, dans ce cas-là. Donc, et surtout que ça vient aussi avec des pédagogies qui sont assez importantes aujourd'hui, comme le micro-learning ou la gamification, qui répondent aussi à un besoin assez important. Après, je suis d'accord avec toi, Clément. Aujourd'hui, il faut quand même voir que le marché est quand même suffisamment vaste pour complexifier aussi le choix que les entreprises ont à faire sur la mise en place de leurs solutions. Là, on parle de mobile learning, de LMS, de LXP. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre un LMS et un LXP. Ça s'est quand même largement complexifié. Et puis, on a quand même une demi-douzaine de startups qui arrivent en France par trimestre.
Et Eric, de ton côté, tu te vois comment là, par rapport à ce résultat? Du coup, dès que pour la partie mobile learning, on s'est adossé à un acteur réseau social professionnel qui propose un catalogue en ligne pour pouvoir leur pousser à nos équipes des parcours qui ont à voir avec leur profession à tous. Que ce soit d'un manager de boutique à un conseiller de vente et aux fonctions support aussi au siège. Ce qu'on n'avait pas pensé avant, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est d'avoir une LMS. Finalement, on se débrouillait bien sans. On avait notre culture là-dessus et on avait nos outils en interne. Ça a été vraiment déclenché par une réflexion groupe, puisqu'on a fait un contrat groupe avec un acteur majeur. Mais du coup, ça a vraiment déclenché la réflexion alors qu'on ne l'avait pas avant. Ça marche. Mais de toute façon, que ce soit Clément ou Eric, vous êtes dans une logique d'offrir des contenus en libre service à vos apprenants. Et comment vous les monitorez? Comment tu sais, par exemple, que tel ou tel salarié, qu'est-ce qui marche pas? Comment tu arrives à monitorer tout ça? Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'on a du suivi, effectivement. On peut voir, on propose un système de playlist qu'on peut mettre en avant. Et je pense que derrière tout ça, en tout cas, il y a le sujet de l'animation qui est vraiment primordial. Et on va pousser du contenu. Alors, on a des experts ou des référents contenu qui vont pousser du contenu management sur la gestion du temps, des choses comme ça. Et après, on a le suivi, justement. Et c'est important de voir. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est rendu compte, on n'avait pas cette visibilité, mais que nos techniciens chimistes avaient un gros besoin de développement sur l'anglais. On l'a découvert, ils consultaient énormément ce typologie de métier, consultaient énormément ces métiers. Et quand on l'a présenté aux managers, ils étaient aussi surpris, puis on a pu faire des actions un peu plus précises dessus. Mais voilà, c'est le type d'analyse data qu'on peut faire aussi via cet outil de curation de contenu. Oui, c'est intéressant. Alors bon, on a quelques citations de responsables formation. Je ne veux pas toutes vous les passer. On a à peu près dit. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup d'adaptation au public apprenant. Avant de parler de mise en place d'outils, c'est la première réflexion, c'est est-ce que finalement mes apprenants, comment ils vont accueillir ce nouvel outil et comment on s'y prend pour le déployer. Finalement, c'est ça quasiment le principe. Frein aujourd'hui à la mise en place d'un projet, c'est la communication. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? Alors, on communique beaucoup plus en amont maintenant sur nos parcours de formation, parce que du coup, comme on fait plus tout en présentiel, qu'on fait une partie en digital, on a construit des parcours qui sont, on utilise le distanciel ou le e-learning pour les préparer. Ensuite, on les forme en présentiel. Et puis après, on retourne sur le distanciel ou le e-learning pour les accompagner derrière. Alors, il y a l'accompagnement terrain des managers, évidemment, mais il y a aussi la formation qui va aller les chercher un petit peu plus loin. Donc vraiment, on met en place Blended Learning pour se dire tout ce qu'on a en digital, c'est pour les préparer. Ensuite, on les accompagne en présentiel. Et c'est mieux pour eux parce que nous, ça nous rend service, le digital, pour pouvoir aller certaines fois plus vite, souvent plus loin dans nos contenus de formation. Mais eux, ils ont besoin de voir les gens, de partager aussi. On a un réseau de gens qui sont répartis sur toute la France, sur tout le territoire. Donc, ils ont besoin de se croiser physiquement. Et du coup, on arrive à construire des parcours très qualitatifs pour eux. Clément, on avait discuté justement de l'alignement, de la stratégie chez SGS de développer l'employabilité des collaborateurs. Et donc, développer l'employabilité des collaborateurs, ça veut dire déjà d'aligner le management à cette stratégie et former les managers qui vont finalement ensuite aller prêcher la bonne parole auprès de leurs équipes. Comment ça se passe? Effectivement, le sujet, il est vraiment sur faire naître en fait cette notion d'employabilité auprès de nos collaborateurs qu'on
pas ce réflexe de développement. Et on s'est dit que le rouage essentiel, on n'invente rien, mais c'est le manager de proximité. Et donc du coup, là, l'objectif, c'était vraiment de faire prendre conscience aux collaborateurs, donc par un modèle de leadership assez classiquement, mais se dire du développement de ces collaborateurs, etc. Donc du coup, des compétences qui puissent s'évaluer et ensuite avoir envie d'apprendre et d'aller chercher du contenu, puisqu'on a beaucoup développé ces catalogues un peu libres, mais le sujet, c'est vraiment comment faire en sorte que les collaborateurs trouvent le temps de s'y intéresser, aient l'envie, et puis qu'ils trouvent aussi le bon contenu. Est-ce que tu as une idée du taux d'utilisation de ces contenus en libre service? Oui, alors on a beaucoup de... Alors il y a des effets, je pense qu'il y a des périodes, mais on a... on a 50% qui utilisent au moins une fois par mois cette plateforme. Donc sur 3000 collaborateurs, on est plutôt satisfait, ça pourrait être mieux. Et en fait, on a eu quelques effets. Des fois, ça peut être même hors un peu le contexte professionnel, mais ce qui a plutôt fonctionné, c'est pendant le confinement, on avait des enfants à la maison et donc du coup, on a poussé du contenu sur le projet Voltaire, par exemple, disponible sur cette plateforme de curation de contenu. Et tout de suite, les parents ont découvert qu'il y avait des contenus plutôt sympas. Et puis ensuite, ils sont allés voir d'autres choses. Et voilà, c'est aussi trouver... ça rejoint l'animation qu'on peut faire nous en termes RH, qui prend du temps et puis de l'énergie, puis trouver le bon moyen de faire du marketing RH, mais pour donner envie. Ouais, finalement, c'est un bon levier aussi de marque employeur et de fidélisation, d'aller pousser des contenus un peu différents du job habituel et de contextualiser les contenus à un événement, une période. Pendant les entretiens d'évaluation, après il y a les marronniers RH, mais on a essayé de trouver d'autres leviers aussi un peu différents. Ce qui n'était pas possible avant en fait. Plus compliqué. Avant, ouais. Parce que souvent dans les entreprises comme la tienne, où c'est quand même assez décentralisé, il y a quand même beaucoup de sociétés, d'établissements dans le groupe SGS. Souvent, on prenait une décision au siège à Paris, et puis on faisait un affichage à Paris, et puis ensuite, on demandait aux RH locaux d'aller reporter ces affichages. Enfin, on n'est plus du tout dans cette ligne de communication. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus fluide et ça a joué aussi, en tout cas, je l'espère, c'est une des volontés de jouer sur l'appartenance au groupe, justement dans ces entreprises très décentralisées, c'est qu'il y a un seul même outil avec du contenu qui est poussé pour tous les collaborateurs et ça permet ça aussi. Alors, on a posé la question présentiel versus digital. Quel est le dispositif le plus efficace selon vous en matière de formation ? Alors, 56% nous disent c'est le digital, 25% le présentiel et 19% le blended. Et est-ce qu'il y a une différence pour les entreprises qui ont été sondées ? Alors pour elles, pour 66%, il n'y a pas de différence aujourd'hui entre faire du présentiel ou faire du digital. Pour 22%, le présentiel est plus efficace. Pour 11%, enfin presque 12%, le digital est plus efficace. Alors, ça, ces chiffres, ils sont basés sur ces 300 entreprises. La réalité est peut-être un peu plus nuançable. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tout le monde s'est mis au digital. Eric, on en a parlé. Toi, dans un avenir proche, tu préférerais quand même revenir au présentiel, par exemple ? On y est déjà en grande partie revenu, mais plutôt au blended qu'au tout présentiel. Là où je me reconnais plus dans le 19% qui trouve que le plus efficace c'est un blended learning, je l'ai expliqué juste avant. Néanmoins, là où le digital est efficace, c'est on a le développement professionnel de nos équipes. Après, on a tout l'accompagnement qu'on leur propose, en tout cas tous les contenus qu'on leur propose ou qu'on leur pousse pour leur développement personnel. Et ça, le digital nous donne une grande marge de manœuvre parce qu'en plus, on leur laisse la liberté de le faire sur certains moments pendant leur journée de travail, mais aussi beaucoup en dehors de leur temps de travail. Et là, le digital nous donne une porte ouverte sur des contenus ultra riches, que ce soit des contenus qu'on fabrique même en interne ou qu'on va chercher sur des plateformes. Clément, de ton côté ? En fait,
en y réfléchissant, je me demandais ce que j'avais répondu à cette requête. Et j'irais plus sur du blended, mais je pense qu'en fait, la digitalisation de la formation, c'est un peu comme la digitalisation de nos modes de travail. Et du coup, on a cet effet où tout l'informel qu'on peut avoir en présentiel, etc., je pense que c'est ce qui manque. Et nous, on a essayé, via des communautés, d'essayer de pallier à ça. Et pour le coup, et je le dis très humblement, on a du mal à faire vivre ces communautés, notamment via les managers, ou sur du très réglementaire obligatoire. Donc du coup, c'est pour ça que le blended, pour moi, répond un peu plus pour l'instant. Et peut-être que c'est lié à une question d'acculturation. Au digital, je n'ai pas les réponses. C'est probablement lié à plusieurs facteurs, au type de métier, au type de formation. Toi, tu es sur beaucoup de formations certifiantes. Peut-être tu as des populations de techniciens qui ont besoin finalement. Tes managers aujourd'hui, c'est plutôt des managers experts plutôt que des managers qui gèrent une communauté finalement. Exactement. On est plus dans ces métiers-là. Hamza, ton avis sur ces résultats ? Je pense que oui, carrément. Je pense que ça va dépendre surtout de l'audience qu'on veut former. Ça va dépendre du cas d'usage. Ça va dépendre de l'entreprise aussi. Mais je pense que c'est très difficile de trancher comme ça et de dire que le digital est plus efficace, le blended d'une manière générale. Et je pense que je suis plus partant pour dire que ça dépend de la situation vraiment et du contenu qu'on veut passer, de la formation qu'on veut donner. Il y a aussi un point qu'on voit aussi avec nos clients au début, c'est aujourd'hui une des difficultés qui existent dans la formation, c'est un peu, on peut dire, comment on peut juger est-ce que notre formation était efficace ou pas. Donc aujourd'hui, on fait des formations et on va peut-être faire une sorte de questionnaire aux apprenants. Est-ce que vous avez appris quelque chose ? Mais est-ce que c'est comme ça qu'on va mesurer vraiment l'impact de cette formation ? Je ne pense pas. Donc c'est aussi aujourd'hui une des plus grandes problématiques qui existent, c'est comment on va mesurer l'impact et comment on va savoir si nos formations ont eu vraiment de l'impact, que ce soit dans la vie et dans le développement personnel du collaborateur, ou même sur l'impact sur l'entreprise, l'efficacité de l'entreprise. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est très difficile de juger un peu et de donner un avis tranché sur une telle question, quoi. C'est pas tout blanc, tout noir. Et puis on entend souvent les DRH nous dire finalement le digital, c'est pour nous une façon d'améliorer le présentiel. J'entends souvent ça. Ça vient surperformer le présentiel en apportant des outils qui vont être engageants. Comme tu l'as dit, on peut suivre un présentiel et puis continuer en digital à la maison ou avoir un résumé sur une formation digitale, des rappels via micro-learning. Je sais pas, en magasin, j'imagine, tu pourrais avoir des formations sur tel type de produit directement accessible en mobile learning, des choses comme ça. Mais qui viennent compléter un cursus peut-être présentiel où un manager va former un vendeur, le mettre des mises en situation réelle, etc. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Quand par exemple on intègre des nouveaux collaborateurs, on fait une formation initiale, on apporte tout un savoir, en partie à distance, en partie en présentiel, en partie en e-learning aussi. Et après on met un catalogue à disposition du manager, tout en digital, pour qu'il puisse revenir sur des sujets que le nouveau collaborateur aurait moins acquis ou pas assez acquis, etc. Je pense aussi un des problèmes qui existent aujourd'hui dans le digital, et quand on va parler d'un responsable RH qui va aller chercher une technologie qui va l'aider, c'est de croire que c'est juste le fait de prendre la technologie, c'est bon, les gens vont se former eux-mêmes et ça va faire leur travail eux-mêmes. Donc, en fait, la technologie, c'est juste une première partie, voire même la partie numéro 0, même pas la première. Et donc, c'est pour ça que dès le début, nous, on pose un peu les attentes en mode vous avez pris la solution, ça, c'est que le début. Bon, il y a toujours un travail important à faire, et c'est pour ça que, de notre côté, par exemple, l'accompagnement représente une très grande importance sur ce côté. Et ça, c'est pas que pour les RH, hein, ça c'est en général de mon côté. Même dans le marketing, plusieurs fois, on a l'impression qu'on prend une technologie et ça va faire le travail elle-même. Donc la technologie est là juste pour faciliter un peu les choses, mais le travail reste le même. Je pense que vous vouliez intervenir. Des différents salariés. Donc j'ai pas encore vu
Oh, me regarde pas, Hamza, je te laisse répondre. Je pense que c'est la prochaine partie, non? Je pense que la prochaine partie va répondre à ça, mais juste pour répondre rapidement. Donc, ça, comme je disais, ça va dépendre, quand on parlait, ça dépend du coup de la cible. Et ce qui est important en général, c'est de bien connaître du coup où les gens se forment. Et ce qu'on remarque aujourd'hui de notre côté chez nos clients, que la majorité aujourd'hui de la formation elle se fait d'une manière informelle. Donc les collaborateurs n'attendent pas en fait votre solution de formation ou vos contenus pour se former. Donc en fait ils le font déjà d'une manière informelle, même que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur YouTube ou que ça soit sur autres. Donc ça c'est important. Et donc ce qui reste important, c'est de savoir le besoin qu'ils ont en termes de contenu. Donc quand je dis contenu, le besoin surtout, le besoin pour savoir c'est quoi le développement, c'est quoi leurs objectifs en termes de développement personnel, et aussi c'est quoi les objectifs professionnels de performance auxquels on s'attend. Et du coup, c'est quoi les compétences qu'ils ont besoin d'acquérir pour atteindre ces objectifs-là. Donc c'est en fait ces points-là qui sont importants sur ce cas-là. Et donc à partir de là, on a une idée un peu c'est quoi les formations qu'on doit leur offrir. Et c'est là où il faut être assez flexible pour réfléchir et pour leur proposer la formation, le contenu au bon moment, à la bonne place. Et donc, et c'est ça ce qui est important. C'est pour ça que je disais, ça dépend de la cible. C'est pas question digital ou présentiel. Il faut plus penser à ce que la personne a envie, où est-ce qu'elle a envie de se former. Parce que si la personne n'aime pas le présentiel parce que ça lui prend une journée et il préfère travailler durant cette journée, il vient. Mais clairement, il n'a pas envie de se former, donc il ne va pas très bien acquérir ces connaissances-là, ou bien il va les oublier dès qu'il sort de la porte de ce centre de formation. Donc, je pense que c'est ça les points les plus importants, mais je pense qu'on va y revenir. Après, sur la préparation des apprenants, c'est aussi une stratégie d'entreprise. On l'a vu, il y a un CFA chez Free Distribution, il y en a un aussi chez SGS, non ? Donc en fait, il y a aussi cette stratégie dès la formation initiale d'embarquer des apprentis, des contrats pro, de qualif, etc., de les acculturer. Je pense que la première partie, c'est ça. C'est la première formation, c'est la culture d'entreprise. Et dans la culture d'entreprise, on a la sensibilisation à l'ensemble des outils de l'entreprise et aux méthodes de l'entreprise. Donc là, ça commence dès le plus jeune âge. Donc c'est aussi une stratégie d'entreprise sur le moyen-long terme, la formation. Alors on a demandé aux entreprises si elles estimaient qu'il y avait encore des freins à la transformation digitale. Alors aujourd'hui, il y a 40% qui expriment encore un certain nombre de freins. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 ans, quand on faisait le même sondage, les chiffres étaient plus qu'inversés. On avait 80% des entreprises qui exprimaient des freins. Aujourd'hui, on n'en a plus que 40%. Alors des freins, alors on s'est amusé avec le mot frein, mais des freins par rapport au budget d'investissement, des freins par rapport à la RGPD, mais c'est vraiment à la marge, 3% des répondants, des freins au niveau des apprenants, c'est-à-dire comment on va passer en digital pour 1/4 des répondants. Les freins, tout ce qui est frein, RGPD, informatique, sécurité, finalement aujourd'hui les solutions ont été largement éprouvées par des grands groupes, par des PME, par des TPE. Donc il n'y a plus vraiment de problématique à ce niveau-là. Après, il y a un frein qui est intéressant, c'est notre équipe RH. Et notre équipe RH, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement l'équipe RH n'est pas prête à recevoir un projet supplémentaire. Donc, c'est un frein au niveau de la capacité de l'équipe RH à mettre en place la solution, parce qu'on le sait, les équipes RH sont déjà aujourd'hui surchargées. Donc rajouter un projet supplémentaire, et Clément, tu ne vas pas me contredire, c'est compliqué au niveau RH. Sur les 24 derniers mois, il y a quand même un certain nombre de sujets qui sont venus se greffer au quotidien, des sujets réglementaires, des situations de crise à gérer, etc. Est-ce que toi, tu estimes que ces freins sont encore présents chez SGS ? Oui, effectivement, la question de la ressource, en tout cas de l'animation, notamment quand on veut développer l'auto-apprenance, donc voilà, les questions de ressources, et puis
peut-être sur les R, ça fait beaucoup de R, bon, RGPD, on va mettre ça de côté, mais c'est aussi de responsabilisation puisque on rend un peu plus autonome les collaborateurs sur le fait de pouvoir se connecter, de pouvoir se développer, de trouver le temps. Donc du coup, il y a aussi ce sujet qui peut être un frein, c'est voilà, si tu n'as pas envie, du coup, tu te formes pas forcément. Donc du coup, je pense que ça peut être les deux freins, c'est l'envie, la ressource et la responsabilisation. Eric ? Sur la partie financière, c'est vrai que se dire qu'on passe d'outils qu'on développe en interne, voire de présentiel à une plateforme LMS, du coup, ça demande un investissement, mais finalement, on a un retour sur investissement parce que faire déplacer des gens, ça coûte cher aussi pour des formations présentielles. Donc là, on retrouve un équilibre, voire même ça coûte moins cher. Un ROI positif. Exactement, un ROI positif. Après, sur l'investissement des collaborateurs, c'est sûrement dû à notre population, mais on ne rencontre pas de frein là-dessus. La RGPD, sécurité et utilisation d'outils informatiques, là-dessus, on n'a pas de problème. Le dimensionnement de l'équipe, après, ça demande de la ressource. Alors, nous, on est sur un moment important pour l'entreprise parce qu'en plein développement, donc du coup, je sais pas faire la différence entre si on manque de ressources ou si on en a suffisamment. Et quand on en manque, si c'est parce qu'on fait des nouveaux projets et parce qu'on passe en digital, ou si c'est parce qu'on grandit de 20 personnes par semaine. Donc, il y a ce mélange-là qui me rend l'analyse un peu floue. Toutes les entreprises en ce moment se disent qu'est-ce qui va se passer le mois prochain? Voilà, on en est presque tous là aujourd'hui. Thierry? Oui, absolument. On l'a vu aussi, cette résistance au changement et on peut dire même à l'innovation dans le cadre de la digitalisation de la formation majoritairement, donc il y a cette partie culture d'entreprise, mais il y a aussi cette partie où soit on est face à des situations où on pense que on a utilisé un LMS, ça n'a pas fait d'effet, du coup on va prendre du mobile learning ou sinon on va faire du virtuel, et donc penser que la technologie va résoudre le problème, et là on arrive à un peu une fatigue de la part du collaborateur qu'on lui propose plusieurs choses. Et à un moment, il n'a plus envie de rien. Donc c'est dans ce cas-là qu'on peut voir ce genre de choses. Et voilà, dans la majorité des cas, le plus important, c'est d'avoir une stratégie qui est bien pensée dès le départ et qui met un peu le collaborateur au centre de cette formation. Voilà, donc ça c'est mon côté. Après... Par rapport à cette question, de notre côté, on voit plus la partie équipe. Donc RH, on voit que surtout côté formation, soit on va faire affaire à des responsables RH et des équipes formation. Et donc dans ce cas-là, dans la majorité des cas, on va avoir affaire à des équipes qui vont soit dans un cas faire appel à des organismes de formation pour le contenu, à faire appel à d'autres organismes pour l'animation, etc. Ou soit ils sont dans l'obligation de le faire en interne, mais dans ce cas-là aussi, il y a ce manque de temps qui est quand même important. Et surtout, là, on sous-estime beaucoup le temps que ça pourrait prendre, que ce soit la formation en présentiel, mais aussi la formation en digital. Donc, on sous-estime beaucoup le temps de déploiement d'une solution de formation, e-learning, du coup. On sous-estime aussi le temps de création de contenu. Donc juste pour ce point-là, nous dès le départ, c'était un des points sur lesquels on se concentrait beaucoup, c'est de diminuer un peu ce temps de création de contenu parce qu'on voyait que c'est quelque chose qui prenait beaucoup de temps. Donc voilà, donc ce sont des points qui sont assez importants, je pense, dans ce cas-là. Et cette partie-là, parce qu'au final, le contenu représente un des points les plus importants dans la formation. Et voilà, donc ça c'est de notre côté. Voilà.
Oui, mais je pense que tu as un peu résumé finalement. C'est la valeur de ce que vous allez offrir à vos apprenants qui va les faire adhérer. C'est pas tellement l'outil ou c'est la valeur des formations. Comme disait tout à l'heure Clément, on met à disposition des formations et finalement après on regarde celles qui sont le plus consommées. Et on avance un peu à vue finalement. Alors, justement, un point qui est intéressant par rapport aux freins et par rapport aux besoins en ressources qu'on a détectés dans cette enquête, c'est parmi les 300 entreprises qui ont répondu à l'étude, on leur a demandé si elles avaient prévu des recrutements à court terme. Il y a 85 postes ouverts pour des postes justement liés à la formation dans leurs entreprises, pour 300 entreprises, ce qui est assez énorme et qui montre également l'investissement que les entreprises vont faire, pas simplement au niveau de la digitalisation, mais aussi au niveau du renfort de leurs équipes de formation interne. J'accélère un petit peu parce qu'on a pas mal parlé. Implication des collaborateurs dans la stratégie de formation. Alors, on a 70% des salariés qui sont impliqués dans la stratégie de formation de l'entreprise et 80% des managers. Du coup, j'ai envie de vous demander si vous êtes alignés par rapport à ça, Eric et Clément. Alors, totalement. Nous, on va chercher... je reboucle avec le sujet d'avant. Nous, on va chercher les besoins du terrain. Et du coup, on implique les managers. On les implique à la fois dans la construction de nos contenus. Et puis après, on cherche l'outil qui va le mieux pour diffuser. Hein. On ne part pas de l'outil pour amener du contenu, on part du contenu et puis de la meilleure façon de le diffuser. Et on s'appuie aussi surtout sur les managers terrain qui sont au quotidien avec les salariés pour redescendre aussi ce contenu en présentiel. Puisqu'on a un maillage sur le territoire qui nous le permet aussi. Clément ? Oui, on va essayer d'impliquer en tout cas les managers sur la partie conception, donc tout ce qui est orientation. On a commencé aussi la notion de plan de développement individuel avec l'introduction du 70-20-10, mais pour vraiment qu'il y ait ce suivi. Et ce qu'on aime bien faire, alors pas sur toutes les formations, mais c'est des sessions de clôture. Le virtuel a permis ça, où c'est beaucoup plus facile de monter un petit point d'une demi-heure pour échanger sur comment a été perçue la formation, à quoi elle sert, et puis comment on peut la faire évoluer aussi, notamment sur du distanciel. On peut aussi, c'est peut-être la facilité de modifier peut-être un peu plus facilement les modules quand on a les bonnes compétences en interne. Ouais. Alors, rapidement, pour terminer, les atouts de la digitalisation de la formation, le top 3, il est très lié aux circonstances. Hein. Premier axe, c'est bien évidemment minimiser les contraintes géographiques. Le deuxième, c'est toucher un plus grand nombre de personnes. Et le troisième, permettre aux apprenants de gérer la formation à leur rythme. Donc ça répond à la fois à ce qu'on a vécu en termes de confinement, mais ça répond surtout aujourd'hui aux nouveaux enjeux des entreprises concernant les nouveaux modes de travail et notamment la mise en place du télétravail, hein, puisque effectivement, il faut minimiser les contraintes géographiques, réussir à toucher tout le monde et permettre aux apprenants de gérer la formation à leur rythme. Et on l'a vu d'ailleurs parmi les salariés en entreprise aujourd'hui, il y a deux choses qui les intéressent, c'est de pouvoir gérer leur planning de travail eux-mêmes et de pouvoir travailler à peu près d'où ils veulent. Donc la formation suit parfaitement cette tendance. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça ? J'imagine que vous êtes assez alignés. Totalement alignés. Et dans les atouts 3% sur rendre les formations autonomes, et c'est là où il y a un vrai travail de fond à faire pour les rendre autonomes, c'est-à-dire que leur offrir des catalogues et les pousser, que ce soit du développement professionnel ou du développement de compétences transverses ou même des compétences autres. Là-dessus, il y a un gros travail à faire. Il faut que ce 3%, il aille plus loin, mais on doit les accompagner. Alors, il y a quand même un 12% sur offrir des formations personnalisées. Donc, on est quand même, et favoriser l'engagement,
On a un bloc de 20% qui est quand même sur ce que disait Hamza, qui est c'est bien de mettre en place des outils, mais mettre en place des outils pour... moi, j'ai vu beaucoup de RH me dire « Ah, j'ai mis en place une solution de formation pendant le Covid. » Pourquoi faire ? Pour informer les collaborateurs de nos pratiques Covid et du protocole sanitaire. Ok, et tu vas en faire quoi de ton outil après ? Je ne sais pas. Voilà. Il y a beaucoup de ça aussi qui a été fait. Il y a beaucoup de projets qui ont été contractés en se disant j'ai besoin d'une solution d'urgence rapide à déployer pour informer les collaborateurs, mais finalement je n'ai pas réfléchi à ma stratégie. Et comme disait Hamza, j'ai quand même oublié un point essentiel, c'est qu'est-ce que je vais offrir comme contenu pertinent. Ce que je trouve surprenant, c'est les 8% de favoriser l'engagement, hein, parce que je pense que c'est un des points les plus importants aujourd'hui quand on regarde, quand on voit avec nos clients que l'engagement des collaborateurs avec la formation représente c'est l'objectif final de ce qu'on voit d'un responsable formation, c'est de voir que la formation qu'il propose, elle fait appel, elle répond à un besoin et que les gens sont engagés avec ça. Voilà, donc je pense que ça, c'est assez surprenant pour moi, le 8%. Sinon, je suis assez aligné aussi, j'étais d'accord avec le reste. Je pense qu'il serait intéressant de refaire l'étude dans 6 mois. Alors bon, je ne sais pas à quelle sauce on sera mangé dans 6 mois, mais pour voir si justement ces tendances ont évolué, parce que là, la prise de pouls, on va dire, a été faite en sortie de confinement, et on sait qu'aujourd'hui ça va très vite, donc il y a fort à parier que ces résultats seront probablement différents. Bon, et puis votre entreprise vous donne-t-elle les moyens de réussir en matière de formation ? Oui, parce qu'aujourd'hui les entreprises ont appuyé sur la formation, évidemment pour maintenir l'employabilité de leurs collaborateurs, et aussi pour compléter une stratégie de rétention des talents, parce qu'il y a certaines entreprises pour qui on a un échappatoire assez incroyable de nombre de démissions actuellement, donc la formation permet aussi de maintenir l'engagement des collaborateurs. Et puis les entreprises ont mis aussi les budgets pour mettre en place les solutions digitales qui vont bien. Vous avez un petit panel de l'échantillon. De toute façon, les résultats de cette étude, vous les retrouvez sur MyRHline. Ils ont été diffusés ce matin. Donc vous pouvez charger l'intégralité de l'étude dès aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Quand vous dites qu'ils n'ont pas accès à l'informatique, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'ordinateur, pas de téléphone ? Hamza ? Oui, je pense que on en parlait encore. Là, on le voit, on a des cas clients qui sont dans ce cas-là. Et avec l'utilisation, je pense qu'aujourd'hui, et même dans ce cas-là, ils ont des smartphones. Et donc, c'est quelque chose qui est assez simple d'utilisation. Donc, il s'agit de ce genre de formation. Et aussi de ce qu'on a vu, les premières formations qui ont été données, c'était plus des formations sur les bases de ce que c'est le digital en général, de les former d'abord sur ça, et donc par la suite leur permettre de les former sur les besoins que vous avez. Ouais, alors dans notre cas, donc la solution, donc elle propose donc divers formats. Donc on va avoir un contenu qui est assez ludique et qui est assez rythmé, avec que ça soit des vidéos, du texte, de l'infographie, des PDF, voire même des fois des liens. Donc voilà. Donc le plus important. On a travaillé sur cette diversité de formats pour garder l'apprenant engagé, parce que quand on est sur un format qui est juste vidéo, à un moment ça devient un peu trop. Et on est aussi sur des formats qui peuvent être courts s'il le faut. Donc des formats courts aussi, ça laisse les gens, ça donne envie, parce que des fois quand on voit que le module va durer des mois, on n'est pas très encouragé, quoi.
Et donc voilà, donc c'est un point assez important. Et le troisième point qu'on a vu aujourd'hui, c'est aussi le côté social de la formation. Donc aujourd'hui, nous aussi de notre côté, on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup fait en interne, donc avoir créé des communautés d'apprenants en interne qui peuvent s'encourager entre eux et de se challenger entre eux, de se partager un peu aussi le contenu de leur part, de ce qu'ils ont pu apprendre. Donc voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs manières de faire, mais là, un tel cas, on l'a déjà eu exactement, c'était la même chose, et c'est exactement comme ça on a fait. Merci Eric, merci Clément, merci Hamza. Merci à toi.